Bonjour. Alors, je voudrais aujourd'hui, si vous voulez, tenter une sorte de récapitulatif de cette espèce de progression, peut-être un petit peu difficile à saisir dans le détail. C'est pas vraiment un résumé, je dirais vraiment mettre le doigt sur un peu l'essentiel du point de vue conceptuel de ce qui a été dit dans les dernières séances. C'est pas non plus une conclusion, c'est un récapitulatif. Alors, c'est très simple. C'est vite dit, hein. Bon. Les êtres humains ne sont humains que parce qu'ils parlent. La parole, l'acte de parole est ce qui définit l'humain par rapport aux autres animaux. Nous sommes les seuls animaux à parler. Si nous voulons rester humains, dans la post-histoire, dans ce qui se dessine dans l'avenir, nous devons continuer à parler. Pour continuer à parler, il faut que l'acte de parole survive. L'acte de parole n'existe qu'entre des individus qui se parlent. Les institutions ne parlent pas. Elles sont la conséquence imaginaire et symbolique, on pourrait dire dans des cas de fixation vraiment bon, très forts. Elles sont les conséquences euh, d'une projection dans le domaine des idées-images, si vous voulez. On pourrait dire des fantasmes aussi, parce que c'est assez lié à des choses que l'on désire, ça, collectivement. Donc ce sont des projections collectives d'une parole qui ne se réalise que entre les individus. Autrement dit, il n'y a pas de parole collective. Les collectifs ne parlent pas. Ils ne sont pas des sujets. Il n'y a que les humains qui sont des sujets, il n'y a que les sujets qui sont des humains. Évidemment, les collectifs, en tant qu'imaginaires, sont des productions, des créations, des œuvres de l'humain. Ces œuvres servent évidemment pour parler. On a beaucoup de difficultés, même on rajouterait des difficultés si nous n'avions pas un imaginaire notoirement symbolisé dans les constitutions, dans les institutions, vous voyez, si elles n'existaient pas, bien sûr. Mais elles n'en restent pas moins des imaginaires, qui peuvent être changés, transformés à tout moment. Il suffit de se réunir dans la salle du jeu de paume, et puis voilà, on décide que le roi, bon, c'est pas tout à fait fini, mais que bon, c'est d'abord le peuple qui, voilà, ce sont des imaginaires et qui peuvent évidemment avoir une influence absolument redoutable sur le réel, c'est-à-dire sur la survie des individus et sur leur mode de vie évidemment pratique. Donc attention, je suis pas en train de dire que c'est parce que c'est imaginaire que d'une part, il faudrait le supprimer, c'est impossible, et puis de toute façon, ce serait stupide parce que nous en avons besoin. Deuxièmement, parce que c'est aussi là que se situe notre origine, je dirais vitale, hein. Le cerveau humain, avant d'inventer les paroles, il s'est d'abord produit dans l'imaginaire, et c'est même là que se trouve probablement l'intelligence la plus, euh, je dirais, réduite, on pourrait dire, à sa base neuronale, hein, si on veut faire plaisir aux gens qui travaillent sur je sais pas comment on pourrait l'appeler, les cervologues. Je préfère les cerfs-volants, hein. Bon, bref, voilà, ça c'est la seconde de fantaisie, très important. C'est ça la spécialité humaine, c'est de pouvoir donner dans la fantaisie à tout moment. C'est l'esprit de sérieux qui risque de nous tuer parce qu'il est proprement imaginaire, justement. Il reste dans l'imaginaire, il est pas dans la parole. Donc voilà, c'est des petites piques là, comme ça, pof, qu'on peut lancer, mais pour confirmer un petit peu l'orientation, vous voyez. Alors, bon, à partir de là, on commence à se demander, et je crois que c'est relativement important pour notre époque où évidemment nos imaginaires ont réussi, collectifs ont réussi à nous mettre dans une mer de noir, pour ne pas dire, où on accumule les bêtises et les folies, qui risquent carrément de remettre en cause la vie, c'est-à-dire le réel, hein. Bon. Donc on a tout de même intérêt à nous presser de comprendre ce qui est en train de se passer, et pour cela, je crois qu'on ne peut pas éviter d'en venir au principe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que c'est que la parole, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire, et donc qu'est-ce que c'est que le fantasme, et comment arriver à limiter l'effet du fantasme. Je vais employer simplement le mot d'imaginaire, c'est plus simple parce que c'est plus général, et puis
Voilà, c'est, je pense, plus solide finalement que de parler de fantasme, qui est une notion déjà, je veux dire, qui rentre dans vous voyez, dans la boîte à outils psychanalytique, mais qui est déjà trop spécialisé. Bon, c'est ça, hein, en gros, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que, comment arriver? D'abord, en décrivant. Donc, on va décrire ce qui se passe du point de vue de la parole et ce qui se passe du point de vue de l'imaginaire qui se sert de la parole autant que la parole s'en sert pour construire des œuvres qui sont des œuvres qui après nous retombent sur le dos, si j'ose dire, oui, ou nous retombent dans le cerveau, orientent nos actions, etc. Voilà. Alors, de façon à pouvoir peut-être trouver une façon dont les cultures humaines pourraient, davantage que dans le passé, parce qu'il n'y a jamais eu cette situation-là de société-monde, où tous les problèmes sont posés en même temps, avec des risques considérables, sixième extinction, etc. Il faut pas remettre ça en cause. Hein, ça fait à peu près depuis le début des années 80 quand on rentre au CDRS, officiellement en 1980, en réalité un peu avant. Je me suis mis à travailler sur ça, hein, c'est-à-dire sur le rapport des humains à leur œuvre, à leur technique, à leur travail, à leur propriété, à leur possession, etc. Bon, une espèce de rapport vraiment réellement ambivalent, avec des côtés tout à fait fascinants, extraordinaires et tout, et puis des côtés de blocage complet, je dirais, de blocage mentaux, on va dire. Enfin, ça finit par être mental à la fin, même si ça l'est pas du tout au début, même si c'est juste, comment dire, des façons d'orienter la pensée, des stratégies de pensée, si vous voulez, des stratégies de parole aussi. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine façon, je suis une sorte de vieux routard, tout en espérant ne pas être un has-been, au contraire, un vieux routard qui, peut-être justement à cause de la route très longue et faite, encore plus longue que celle de Jacques Kerouac, eh bien, on finit par arriver quelque part. Et où est-ce qu'on arrive avant de mourir? Eh ben, on arrive peut-être dans des réflexions et dans des pensées qui sont dotées d'une expérimentation longue, solide, dure et qui peuvent servir aux jeunes. Voilà, aux plus jeunes, en tout cas. Voilà. Alors, ceci dit, euh, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? C'est ça la question. Eh bien, la question, on peut commencer à dessiner, si vous voulez, une sorte voilà, de croquis hein, qui permet un peu de comprendre bien les choses. La parole, dans laquelle on entre comme sujet de la parole, c'est-à-dire responsable, libre, seul, parce qu'on est seul, dans l'incertitude, puisque l'incertitude, ben, c'est justement ce sur quoi nous nous engageons dans la parole, parce que s'il n'y avait pas d'incertitude, nous ne parlerions pas. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Hein. C'est pas là. Alors, à partir du moment où il y a ça, euh, comment rentre-t-on dans la parole? Qu'est-ce que c'est comment devient-on un sujet de la parole? On sait, plus ou moins. Ça se fait dans les premières années de la vie, dans le rapport avec la mère essentiellement, avec qui on parle. On n'apprend pas à parler, on parle. Voilà, on parle tout de suite. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment le faire, évidemment. Mais en tout cas, on se heurte à la parole toute faite. On s'y heurte, c'est pas nécessairement un traumatisme, en tout cas, c'est un problème. Vous voyez, parce que ça met de l'inconfort dans l'animal humain qui, avant la parole, n'a pas besoin de se heurter comme ça à un adulte, un groupe d'adultes qui vous envoie dans la figure, vous voyez, avec dans vos oreilles des tas de sons particuliers dont on sent bien que si on rentre pas dans le jeu, eh ben, on perd quelque chose ou on n'y arrive pas. Sans demander. Très bien. Mais enfin, c'est peut-être pas si facile que ça. Alors, il y a donc effectivement un développement de l'enfant. Ça se fait en quelques années. C'est très court. 3 ans, 4 ans, 2 ans. Ça parle déjà. Hein. L'infance, le nom parlant, qui veut dire exactement ça en latin, se transforme en parleur. Et tout est fait. Pratiquement. Après, il va y avoir un plateau, bon, il va y avoir effectivement de temps en temps des difficultés supplémentaires ou liées à tel et tel individu, parce que nous avons tous un parcours particulier, justement, même dans ces 3 ou 4 années, pour arriver à la situation où nous nous engageons, commençons à nous engager sur la voie royale de la subjectivité. Sauf que c'est nous qui sommes les sujets de Sa Majesté la parole. Un peu l'inverse. Un peu l'inverse, un peu l'inverse. Mais justement, pas que. C'est-à-dire, il y a des choses que nous ne contrôlons pas, et notamment tous les dispositifs que nous avons mis en place pour supporter la parole sans en être trop incommodé. Hein. Ce qu'on appelle les névroses, c'est ça.
Bon, ça nous rend nerveux, donc on fabrique des espèces de complexes, des machins, qui nous permettent d'arriver à tenir notre rang, notre existence humaine, vivante, nous sommes des animaux, mais sans déroger à la parole et sans que la parole nous accable trop. Et au contraire, en profitant de ces avantages extraordinaires, parce que quand vous voyez la joie d'un enfant qui se met à parler, c'est fantastique, enfin, c'est merveilleux. Donc, si vous voulez, attention, hein, c'est pas simplement, il y a l'Umberhagen, c'est-à-dire il y a un, j'arrive pas, le un, c'est bizarre comme son, enfin, la langue française, c'est bizarre. L'inconfort, c'est pas le confort, c'est le contraire, l'inconfort. C'est ça la parole, c'est soutenir l'inconfort. Umberhagen disait ce Viennois qui était Freud et qui parlait tout allemand. Il parle aussi français. Ouais. Alors, la parole est individuelle, interindividuelle. Ce sont des sujets qui parlent d'autres sujets. C'est tout. L'institution ne parle pas. Elle sera, l'institution, les individus, en tant que parlants, s'y rapportent pour pouvoir avoir des dispositifs, si vous voulez, de coordination des paroles qui fassent qu'en gros, ils voient qu'une seule tête en face. Ce qui est pas si facile que ça. Parce qu'en fait, tout le monde est vraiment différent. Bien qu'en ayant évidemment des choses communes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, allons-y. Ce qui se passe, c'est que, au début, ben, il y a un début et une fin. La fin, on va dire que c'est, d'abord, il y a la fin réelle qui est la mort. Nous mourrons, hein, nous parlons, mais on parle beaucoup, puis on finit par mourir, hein, après avoir fait plein de choses. Nous mourrons. Mais entre la mort et la naissance, il y a un temps relativement court, on devient sujet, et après, en gros, on reste sujet plus ou moins toute sa vie, une sorte de plateau, vous voyez, bon, avec bon des retours en arrière, chose, mais enfin, en gros, il y a une espèce d'ordre, si vous voulez, qui n'est pas trop troublé. Le seul problème, c'est que comme ça va être la majorité des gens qui aboutissent à cette espèce d'état un peu en plateau, bah, c'est lui qui ensuite aura une très grande influence dans la pluralité, c'est-à-dire dans le fait que, étant très nombreux, eh bien, nous avons tous en même temps, à peu près, je dirais, enfin, voilà, que la masse des gens les plus influents sur l'organisation des imaginaires collectifs, des fantasmes, eh bien, c'est au fond l'âge adulte. Les adultes sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que les enfants, ils sont plus nombreux que les vieillards. Beaucoup plus nombreux que les vieillards et relativement plus nombreux que les enfants quand ça va bien et qu'une société arrive à faire plus d'enfants qu'elle n'a de morts. Hein. Alors, vous voyez, c'est pas simple parce que cette majorité qui vit en plateau, on va dire, sur un plateau, vit sur un plateau. Nous croyons que la Terre je dirais, oui, ce que je veux dire, enfin, à peu près, quoi. Que c'est une sphère, bah, en fait, c'est pas vrai, c'est un plateau. Voilà, parce qu'en réalité, le plateau, c'est notre terre à nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui serait relativement stable, etc. Bon, avec effectivement des deuils, avec des choses parfois épouvantables à vivre, mais nous nous relevons en quelques années, etc. Et nous arrivons à vivre comme des sujets, nous continuons à parler, même pour exprimer des choses extrêmement tristes ou extrêmement drôles, enfin, ou extrêmement tout ce que vous voulez. Mais voilà, je veux dire, c'est notre condition individuelle. Le réel, c'est ça le réel. Mais dans l'imaginaire, c'est différent. Alors, on va essayer de voir quelle est la relation entre, si vous voulez, la succession des événements importants, des acquisitions importantes, on va dire, pour l'individu, et puis la reproduction ou le lien, la similarité du type de succession qui s'instaure dans l'imaginaire. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes concepts. Mais ça se ressemble. Il faut rendre compte de cette similarité, ne serait-ce que pour répondre à une question. Pourquoi, dans le premier cas, l'individu, la succession conduit à plutôt une sorte de plateau, ou, enfin, d'équilibre, où on continue à parler, on rentre dans des relations qui vont durer pratiquement jusqu'à la mort, qui ordonnent d'une certaine façon aussi, justement, l'humanité de l'humain, quoi. Puis de l'autre côté, on a plutôt un gonflement, vous voyez, un gonflement, une coordination, un rassemblement, une densification, une plus grande consistance, une organisation d'un espèce de modèle imaginaire qui va nous envelopper complètement, et qui, lui, se dirige vers la suppression de la parole. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parce que ça se dirige vers la suppression de la parole. Alors, on peut déjà se demander très très généralement pourquoi. C'est simple. C'est parce que ce fantasme, cet imaginaire représente pour nous
ce qui va nous débarrasser du Lumhagen, c'est-à-dire de l'inconfort de la parole. On ne rêve que de ça, d'être enfin tranquille. Mais c'est bon, c'est la mort. Sauf que c'est pas une mort réelle, ce sera la mort de l'imaginaire lui-même. C'est-à-dire que l'imaginaire se déplace, non pas, si vous voulez, en quelques années pour trouver un plateau, il se déplace dans une espèce d'équivalence des phases connues par l'individu dans sa propre croissance subjective, mais pour organiser tout ça vers un gonflement de l'entité globale, qui est à la fois nous, le moi personnel, le moi mondial, enfin, etc., vous voyez, Dieu, nous, etc., une espèce de gonflement qui, lui, se destine à la suppression de la parole. Bon, alors ça n'y arrive jamais, bien sûr, encore heureux, mais ça pourrait peut-être y arriver. Hein. Je veux dire que pendant des millions d'années, nous n'avons pas parlé, et ce qui est en train de nous être préparé par le passage à l'algorithme, c'est une succession d'hommes par une apparence d'humain qui ne parlera plus, parce que ça sera l'algorithme qui parlera pour lui. Vous voyez. Voilà, par exemple, je pense que nous arrivons avec la société monde algorithmisée, ou en cours d'algorithmisation par les GAFAM, etc. Nous sommes en train d'arriver dans une période qui risque de nous confronter avec la suppression de la parole. Suppression de la parole qui est extraordinaire parce qu'elle passe par le vol de la parole par la machine. Vous entendez bien, les gens aujourd'hui qui vous résument un article qui arrive, qui parle très bien, mais vous écoutez un peu attentivement, vous voyez bien que ce sont des machines qui vous parlent. Donc elles parlent pas. Elles vous récitent un baratin, mais il n'y a aucun engagement, il n'y a rien, c'est une machine qui parle. Derrière, il y a peut-être un rédacteur et encore. Maintenant, il y en aura de moins en moins. Donc si vous voulez, le fantasme est en train de se réaliser. Mais un fantasme qui se réalise, surtout le fantasme humain en général, qui est le fantasme de se débarrasser de la parole, c'est-à-dire de l'engagement subjectif, eh bien, c'est effectivement la mort de la civilisation. C'est ce que disait Paul Valéry. Sauf que justement, la mort de la civilisation n'est pas une mort, comment dire, comme un organisme vivant. C'est pas un organisme vivant qui meurt et qui laisse la place à d'autres organismes vivants qui le suivent. C'est une dissolution, une autodestruction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle plus, bah, l'imaginaire s'arrête en fait. L'imaginaire, enfin, l'imaginaire s'arrête pas, mais l'imaginaire individuel ne s'arrête pas. Mais l'imaginaire collectif qui a été constitué comme œuvre, et rétro-agissant sur chacun des individus vivants qui constituent le réel, eh bien ça se dissout. Et nous sommes face à ce risque, qui est en même temps peut-être quelque chose d'extraordinaire, parce que ça peut nous permettre de recommencer une autre histoire. Il n'y a pas l'histoire, ça c'est vraiment typiquement l'imaginaire, typiquement l'imaginaire. Il y a des millions d'histoires, des centaines de milliers d'histoires, vous voyez. Mais en même temps, il y a effectivement un certain niveau où nous pouvons croire, parce qu'il y a tout de même effectivement et qu'il y aurait quelque chose comme l'histoire humaine. C'est ça typiquement l'imaginaire. Eh bien, ce machin-là, quand ça se finit par se densifier comme une espèce, vous voyez, justement, d'image à laquelle nous ne pouvons plus nous soustraire, parce que c'est la science, parce que c'est la vérité, parce que c'est ça, à partir de ce moment-là, on est engagé sur la fin de la pente, c'est-à-dire la fin de la pente d'une histoire. On aura d'autres après, bien sûr. Faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Ce dont il faut s'inquiéter, c'est, si vous voulez, c'est justement la projection imaginaire d'une histoire dans laquelle vous auriez les humains réels qui continueraient à vivre, entourés de zombies, c'est-à-dire des gueux, des pauvres gens, n'est-ce pas, qu'il s'agirait de tuer les uns après les autres, etc. Alors ça, effectivement, il y a des individus dans notre réalité actuelle qui pensent à ça. Il y a des élites pour qui c'est foutu, voilà, cette histoire-là est foutue, les humains, c'est ça, et ils vont effectivement s'organiser des circuits fermés, n'est-ce pas, des espaces fermés extraordinaires, dans telle île, dans le truc préservé du réchauffement, je sais pas quoi, vous voyez. Et puis les autres, bah, on va les flinguer, mais voilà, c'est ça. Alors évidemment, c'est assez tragique et c'est évidemment inadmissible. On ne peut pas admettre que ce fantasme se réalise. Hein. C'est inadmissible, vous pensez bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on ne va pas commencer de toute façon, qu'il faut aller à la recherche du multimilliardaire qui s'est déjà fabriqué sa communauté fermée dans une espèce de secte faite pour lui, etc., dans telle île, ça. Oui, mais enfin bon, moi je dirais, laissons ces pauvres fous continuer à fantasmer, et puis peut-être essayons de penser comment, plus rationnellement, pas rationnellement, raisonnablement, ce qui est tout à fait différent. Rationnellement, ça veut dire qu'on limite la raison à la ratio, c'est-à-dire en fait à la division, vous voyez, au coupage en tranches des automatismes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la pensée automatique, une pensée automatique à laquelle, hélas, notre ami Descartes
cavalier qui partit d'un si bon pas, n'est-ce pas, a tout de même beaucoup souscrit, hein, c'est un peu un problème. Alors évidemment, il a des excuses, etc. Enfin bon, puis il y avait toute l'époque qui l'entourait, il y avait toute cette espèce de tournant global, déjà de la société mondiale, enfin, vers, je dirais, justement la raison des Lumières. Les Lumières, il y a des lumières là, mais enfin, cette lumière-là, c'est pas celle qui imagine justement, c'est pas un monde idéal, etc. Enfin, civilisé. Non, c'est pas ça. Parce que ça risque encore de durer quelques centaines de millions d'années, quelques milliards d'années, tandis que les luminosités intérieures de la lampe, vous voyez, de l'être enfin civilisé, ben, non seulement c'est une folie, mais c'est une folie dangereuse. Donc, ce dont on commence à découvrir son danger maintenant. Seulement, on pourrait dire, je dirais pas quelques années de la fin. Je suis pas plongé dans le millénarisme, mais qui participe d'ailleurs du problème, bien sûr. Oui. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prenons le développement individuel, avec moyens, avec évidemment des exceptions, etc. Bon, ça commence par prendre dans la face comme ça l'enfant, le petit enfant, qui se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a derrière la face. Vous savez, à un moment donné, ils essaient de déchirer le visage. C'est pas si, non. Même quand vous êtes un très bon parent ou un très bon enfant, vous lui dites, oh non, non, c'est gentil, tu fais pas ça. Mais toi-même, il faudrait bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le visage. Mais ça, c'est vrai que c'est un problème. Tu vois. Mais parce que c'est le visage qui nous projette directement, vous voyez, de façon inversée, comme on dit, vous voyez, bah, toute la parole déjà constituée. Comme il aime bien sa mère, comme sa mère l'aime, etc. Comment ça va se passer pour arriver à supporter ça? Alors, bah, par un choix, ça fait des choix. Les choix, d'abord, il y a ce qu'on appelle bah, la sexualité infantile, c'est-à-dire quelque chose où on pense quand même que si pour sortir du ventre de sa mère, ben, on est sorti par l'anus. Hein. On est peut-être une merde. On est peut-être une merde ou on est peut-être pas une merde. Alors, pas une merde, une merde, pas une merde, pas une merde. Alors, ça fait cette espèce d'aller-retour entre, si vous voulez, le fait d'être quelque chose qui tombe comme ça, ou d'être au contraire celui qui décide de ce qu'on fait de l'objet. Vous voyez? Cet objet qui est à la fois un cadeau et puis une merde, puisque puisque la mère récupère le cadeau pour le jeter à la poubelle. Alors, enfin, pas à la poubelle, faut surtout pas, hein, dans le chiotte. Voilà. Alors, si vous voulez, cette période-là, ben, évidemment, elle atteint tout le monde. Tous les enfants qui sont appelés à parler, tous les infants qui parlent pas, qui sont appelés à parler, se heurtent à cette question-là. Vous voyez. Voilà. Et alors, il y en a qui rentrent pas dans le jeu. On va peut-être les appeler les autistes. Ce serait comme ça, c'est que ça commencerait au moins par un minimum d'autisme, un minimum d'auto-érotisme, comme disaient les anciens psychiatres. Et puis à partir de là, ben, on va se poser la question du rapport à cet objet que j'aimerais, mais qui est peut-être ma mère, peut-être pas, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est pas un morceau de ma mère, un bout de ma mère? Puisque moi-même je suis un morceau qui est tombé, etc. Et cette histoire de l'entité, toutes ces questions-là se posent dans le petit cerveau qui fonctionne à 3000 à l'heure, beaucoup plus vite que celui des neurologues. Beaucoup plus vite. Ouais, ouais, j'ai du mal à suivre, mais alors ensuite les neurologues, je vous en parle pas. Voilà. Donc, si vous voulez, la question à ce moment-là, bah, qu'on arrive tout de même quelque part, à un moment donné. Hein. Alors, on peut rester planté. Alors, on voit où on est toute sa vie. Il y en a qui le font. Si vous voulez, c'est un choix ou quelque chose qu'ils subissent, évidemment, les pauvres. Mais je veux dire, il y a tout de même, on est tout de même appelé à aller un peu plus loin. Alors, bah, la question qui est posée, c'est évidemment à ce moment-là, après, je dirais, le refus de rentrer dans le processus de subjectivation, après la, la prééminence de la question de l'objet, c'est-à-dire est-ce que je l'aime, est-ce que je le hais, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je le garde, est-ce que je prends qu'un morceau, on pourrait dire que c'est un peu le stade de la perversion. J'aime pas beaucoup le mot perversion, faut le changer. Mais enfin, il y a tout de même cette idée, si vous voulez, qu'effectivement, comme c'est partiel, il y a quelque chose peut-être qui est une version. Enfin, on peut jouer avec le mot, mais il n'est pas agréable. On peut aussi changer. Moi, je trouve ça bien, mais enfin bon, pour l'instant, on n'en a pas d'autre. Mais si vous voulez, qui est l'ensemble de la question posée par l'objet. Alors, l'objet en tant qu'on l'aime, en tant qu'on le hait, en tant qu'on le dégoûte. Alors justement, la relation d'objet, vous avez quelque chose qui est plutôt déjà le début des névroses, et qui serait plutôt, par exemple, bah, la phobie.
C'est-à-dire, cet objet est dangereux, je le contourne assez loin. Comme ça, déjà, mais cette position de contour est une position qui implique aussi, d'une certaine façon, vous voyez, au-delà du une obsession, c'est-à-dire on est tout de même très intéressé, on continue à être travaillé par cette histoire de l'objet. En fait, on manifeste, on se met du côté de celui qui ou de celle qui vont s'épurer de de tout rapport à l'objet. Oh, attention, je ne mange pas de ce pain-là, pour dire autre chose de pire. Vous voyez. Et donc, voilà, je fonde ma subjectivité sur le fait que je ne consomme pas l'objet. Ça peut mener très loin, ça peut mener directement à la mort. Hein. Ce type, si vous vous arrêtez là, vous allez à la mort directo. Parce que seulement, à un moment donné, vous ne mangez plus, quoi. C'est connu, hein. Bon. Alors ça, tout de même, c'est qui est du registre de la perversion. Hein. Faut être clair, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tout de même obsédé par l'objet, la partie d'objet, la fragmentation de l'objet réuni, l'objet. Bon, à un moment donné, ça va, quoi. On commence à fatiguer, vous voyez. Donc, à ce moment-là, on passe peut-être pas toujours, mais enfin, la plupart des gens passent à l'étape suivante, qui est donc, après la phobie, bah, la reconnaissance, quoi. Et c'est avec cette reconnaissance viennent, alors là, si vous voulez, des stratégies qui sont des stratégies qui sont plus ou moins dures, plus ou moins violentes, plus ou moins graves, vous voyez, en termes de débouchés qui peuvent être tragiques ou difficiles ou accent, vous voyez, les fausses routes, etc. Bon, mais je veux dire, à ce moment-là, il va y avoir une sorte de consensus, si vous voulez, bon, comme Ferrari disait, du corpus hippocratique, je veux bien corpus hippocratique. Bon, c'est-à-dire en fait le psychiatre, iatres, c'est le médecin, hein, psy de l'âme. Bon, donc voilà, ce médecin d'âme qui dit bon bah là, quand c'est trop dur, on va appeler ça psychose et on appelle ça paranoïa. Mais en fait, la paranoïa, c'est jamais qu'une hystérie un peu grave. Hein. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, euh, puisque vous êtes confronté à la question du sujet, bah, vous commencez par dire ça va, là, tu m'embêtes pas hein, avec, dans ma relation d'objet, quoi. Tu vas pas me séparer. Non, 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 il n'est pas question de séparation. Et à ce moment-là, bah, vous commencez par le haïr, ce sujet. Le sujet, vous le haïssez, ou celui, ou ceux qui représentent le sujet. Qu'est-ce qui représente le sujet? Bah, c'est en la mer, celui ou celle qui parle, et puis c'est aussi surtout ce qui, justement, n'est pas la mère. C'est-à-dire, en fait, le père, essentiellement. Ouais, parce qu'il est plus proche, parce qu'il est en compétition, parce qu'il couche avec la mère, etc. Bon, bon, je veux dire, ils sont pas idiots, hein, les gamins. Donc, si vous voulez, il y a cette idée tout de même au nom de l'amour de la mère, la haine du père. Alors cette haine peut être extrêmement grave, dure, c'est-à-dire au point où on n'arrive même pas à concevoir qu'il puisse exister quelqu'un. Donc moi, projectivement, quand je vais devenir quelqu'un, je vais être comme le père, c'est-à-dire je vais être séparé de la mère. Ça va pas la tête. Donc si la haine est très très forte, très très dure, ben, ça donne la paranoïa, c'est-à-dire que je vois l'autre, celui qui n'est pas la mère, celui qui n'est pas, qui ne représente pas la certitude du monde qui serait le saint, qui serait en fait le côté maternel du monde, on pourrait dire. Oui. Non, on peut pas sortir. Vous voyez, c'est sortir de l'animalité, sortir de tout. Enfin, se retrouver seul au milieu du vide. Et ça, voilà. Alors, donc, pourquoi je fais ça d'ailleurs? Et ça me vient spontanément. Pourtant, j'ai une barbe, je suis plutôt masculin. Pourquoi ça me fait ça? Parce que je pense que je suis en train de refaire le geste qui caractérise l'hystérique féminine découverte, enfin, ou décrite par les médecins grecs et romains, vous voyez, c'est-à-dire en décrivant les symptômes que décrivent les femmes, qu'on va noter hystériques, voilà, par tout un tas de gestuels, etc., et de scénographie, mais scénographie, on va dire tout de même de quoi? Du tribunal, c'est-à-dire le tribunal permanent de l'altérité. L'autre qui est plutôt l'homme, plutôt bien sûr, plutôt le père, plutôt celui qui n'est pas la certitude de la mère, mais l'incertitude, cette incertitude est considérée plutôt comme quelque chose qui est une nuisance qui est imposée à la femme. Et donc remontée de l'utérus dans la gorge. Parce que c'est ça, hein, l'hystérie, au départ. C'est la remontée de l'utérus dans la gorge. Ou on pourrait dire encore, avec des mots plus actuels, des hystériques actuels, ça me fout les boules. Alors pourtant les boules, non, elles sont pas là. Pourquoi? Parce que nous en avons assez d'être
euh, ramener à l'obligation de pondre des enfants tout le temps, pendant que les hommes vont s'enculer ou s'amuser bien au banquet de Platon. Oui. Banquet platonique, pas trop, hein, oui, mais entre hommes. Donc ça veut dire, ou entre hommes avec des femmes qui sifflotent là, qui leur font de la musique, ça sert à ça. Et pendant que la mère de famille, elle fait des gosses pour alimenter la machine, leur production. C'est ça que dit l'hystérique. Elle a toujours dit ça, et elle continue à le dire, elle le dira toujours. Et alors pourquoi elle? Il y a aussi des hommes. Le problème, c'est que quand les hommes sont hystériques, c'est-à-dire justement, bon, ils vont essayer de dire, mais cette altérité, c'est-à-dire c'est quoi? Ben, c'est la violence, c'est la violence militaire, c'est on tire, on tue. L'hystérique masculin peut avoir une tendance à aller jusqu'à une extrême violence. Et donc, tout ça est pas du tout sympathique, je veux dire, est extrêmement chaotique, vous voyez, avec beaucoup de bousculés tout le temps, voilà. Mais ça progresse tout de même. Donc déjà, vous avez une descente, si j'ose dire, non pas seulement d'organes, mais une descente de la violence paranoïaque et qui en fait est tout de même en train de parler de la haine de l'autre contre soi, parce que soi, n'est-ce pas, on aime l'autre, mais enfin, c'est tout de même bizarre, parce que c'est tout de même l'autre qui est supposé vous haïr totalement, comme ça, vous torturer, etc. Un tortionnaire, épouvantable, etc. Et puis il faut le mettre en procès. Alors là, on est tout de même descendu d'un grade, c'est que quand on fait un procès, vous avez un tribunal. Alors déjà, et puis vous avez déjà un partage. Vous savez déjà en fait quoi dans le tribunal. Vous avez la préparation de la névrose suivante. La névrose suivante, c'est l'obsessionnalité. Hein, c'est-à-dire, en gros, si on fait un pas vers le père, ben, il faut faire un pas vers la mère. Et puis si vous faites un pas vers la mère, tout de même, vous met un pas tout de même, parce que vous êtes dans le compromis. Le compromis, le seul problème, c'est que dans certains cas d'obsessionnalité, vous avez une telle distance entre le père et la mère, que alors pour courir d'un côté à l'autre, il faut vraiment y aller. Hein. Il faut aller dans l'excès, et que c'est absolument le plus dingue d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que Lacan disait que tout de même, il avait remarqué que l'obsessionnalité était quelque chose qui était très proche de la folie. Parce que vraiment, enfin, vous pouvez tendre là aussi à l'excès. Et si vous voulez, moi, ce que je néglige un peu dans cette évolution que je décris, c'est ce qui est considéré très important par les psychiatres, c'est-à-dire le degré de gravité. Et on les comprend puisqu'ils sont des médecins. En plus, c'est grave, plus ça relève de la médecine d'une certaine façon. Parce qu'on on peut comprendre que ce soit raisonné. Mais du point de vue du phénomène si vous voulez, de transport vers la subjectivité qui serait achevée, enfin parachevée, merveilleuse, il y a pas, il y a plutôt une bonne distance, etc. Bah, ça tend tout de même, je veux dire, ça fait des ensembles qui se suivent, mais qui se suivent pas, si vous voulez, entre la gravité et la non-gravité. Ça fait des ensembles logiques qui se situent à peu près sur la même problématique, mais certains avec une amplitude de violence plus forte que l'autre. Mais c'est tout. En fait, ils sont à peu près à la même place. Bon. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, bah, où est-ce qu'on en est? Bah, on en est à, on va dire, l'acceptation finalement, vous voyez, d'une régulation, je dirais, de la subjectivité par un compromis qui va se traduire en gros au départ par un aller-retour entre le pôle mâle et le pôle féminin, pas des parents, hein, ça reste un peu tout de même les, les conditions je veux dire, à travers lesquelles se reflète le problème de l'accès à la subjectivité. Alors voilà, vous avez ça, et donc à ce moment-là, le problème c'est que vous avez une sorte de maturation en plateau, parce que simplement c'est relativement, ça va durer relativement longtemps, hein, cette mise en obsessionnalité, c'est-à-dire en vérification, en calcul, en retour, en chicane, en aller-retour, etc. Oui, oui, la forme, on pourrait dire, presque définitive du compromis. Le compromis, c'est ça, c'est donner la parole à droite, donner la parole à gauche, etc. Et puis différer le plus longtemps possible au moment où on tape sur la table en disant je suis le juge et je vous dis d'aller en prison ou je vous dis machin. Non, on essaie de faire que ça dure, de façon à ce qu'au moins la parole continue sous forme des discours qui vont s'échanger dans le cadre imaginaire, bien sûr, mais terrible, du procès. Et puis après, bah, ça se calme encore, et vous avez plutôt, on se retourne chez soi, et puis chez soi, bah, on fait des petits calculs, etc. Puis quand on est vieux, bah,
ma cassette, et je vois aussi combien de billets de banque j'ai, combien d'attention, parce que là, vraiment, c'est, voilà, et puis je revérifie, puis je revérifie. D'ailleurs, certains, c'est très bien parce qu'ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils ont même pas besoin de compter, ils bégayent. Oui. Alors les pauvres, je suis pas en train de rigoler, hein, c'est pas une imitation pour me marrer, hein. Je pense qu'effectivement, quelqu'un qui va être un petit peu accablé par ce handicap, on va dire, tout à fait respectable, hein. Je veux dire, moi, j'ai mes névroses à moi, je veux dire, j'ai mes perversions, j'ai tout, je suis pas en train de faire la leçon aux autres, hein. Bon, ce que je veux dire, c'est ni de croire que je vais les soigner. C'est ça aussi ça qui est important. Mais effectivement, bah, vous avez là une manifestation je pourrais dire exemplaire de la situation obsessionnelle. Voilà. Sauf que c'est le choix, plutôt, de faire directement bégaiement des maîtres, voilà, on pourrait dire un maître, un maître à penser. Oui, vous voyez, c'est d'une certaine façon une espèce de perle, parce que c'est un modèle extraordinaire de la capacité, justement, d'enrayer le processus de la parole, c'est-à-dire, en fait, l'engagement dans l'incertain, vous voyez. Donc, en fait, l'engagement dans le personnage du sujet qui est extérieur à la certitude maternelle, mais qui évidemment atteint aussi la mère, puisque la mère est aussi un sujet, et elle manquerait plus que ça, elle est aussi un sujet, et que exactement, alors là pour le coup, elle est autant un sujet qu'un homme, pareil, c'est exactement la même chose, et donc vis-à-vis de sa propre maternité, ça lui pose évidemment des problèmes, comme ça, dans cette espèce de prise de distance qui permet de respirer, mais qui permet aussi de faire la place de la parole et de l'engagement, encore une fois, en tant que sujet de la parole. Et après, donc, ce plateau n'est pas seulement juste le fait que ça va être sur la forme, en général, la plus obsessionnelle, parce que c'est celle vous voyez, qui, au fond, rassure le mieux, parce qu'elle est, justement, elle retourne, elle perd rien, comme dire, elle lâche sur rien, donc, et en fait, elle annule quelque chose, il y a une annulation. On n'est plus dans l'anus, mais on est dans l'annulation. C'est-à-dire, en fait, au moins, il y a un point d'équilibre zéro, vous voyez, un point zéro où ça peut y avoir du négatif et du positif. Toutes les métaphores sont bonnes pour illustrer, vous savez, les deux parties du ciel, etc. Sauf que quand vous comptez tout ça dans le détail, eh ben, vous avez l'impression que vous êtes plus justement dans l'objectivité, dans le réel, etc. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes dans la traduction obsessionnelle du monde, ce qui correspond en général à des phases plutôt de mathématisation, si vous voulez, ou de mesure. On est tout le temps en train de mesurer, de vérifier. Alors ça peut être aussi le moulin à prière. Hein. Ça peut être aussi sous la forme purement religieuse. Freud d'ailleurs disait que la religion, il disait qu'on n'en sortirait pas avant longtemps, évidemment, puisque c'est en gros, voilà, quelque chose comme un état terminal, si vous voulez, dans la culture. Hein. Alors, justement, le problème, vous avez remarqué, là je parlais de l'individu, de l'individualité et de sa progression vers le sujet avec une stabilisation dans l'acceptabilité, si vous voulez, de supporter le sujet en gros. Enfin, ça parle, un obsessionnel, normalement, il y a un moment donné, il arrête de bégayer, puis il parle. Enfin, oui, même il peut bégayer juste avec la langue et la bouche, mais dans sa tête, ça avance, etc. Et puis il peut écrire aussi, l'écriture, ça fait partie aussi de la part. À partir du moment où il y a un échange, vous voyez, qui n'est pas abandonné, où il y a, bon, et qui suppose justement qu'on prenne une position de sujet, c'est-à-dire un petit écart par rapport au fait de coller, je dirais, à l'imaginaire de la mère, bon, bah, ça fonctionne relativement longtemps jusqu'à ce qu'on s'engage vers la mort et qu'après tout, on se débarrasse du problème. Bon, et de la vie en plus, vous voyez. Mais le problème, c'est ça, les humains. Et c'est ça, fondamentalement, c'est ça. Après, les humains, c'est aussi ceux c'est X ou celles, enfin, bon, un englobement inclusif, qui font quoi? Qui produisent des œuvres qui vont représenter dans le commun, dans le collectif, vous voyez, ce qui serait justement vous voyez, une discussion achevée, c'est-à-dire un débat, une conversation réalisée, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est du fantasme. Pourquoi c'est du fantasme? Parce que justement, nous sommes accablés par toutes ces questions de la subjectivité. En même temps, elle est extraordinaire à vivre, elle est extrêmement positive et joyeuse, et en même temps, elle est difficile, elle est lourde, et il y a toujours, je dirais, collectivement, c'est-à-dire le fait dans ce que le collectif a de réel, hein, c'est-à-dire des gens les uns à côté des autres qui doivent bien vivre ensemble,
et qui doivent vivre sans trop s'entretuer, et ben vous avez cette espèce de tendance, et le paradis, là-haut, sur Terre, non, quand, finalement, est-ce que, vous voyez, ben, des questions qu'on se pose depuis des milliers d'années, et probablement à peu près depuis 100 000 ans, le moment où on a commencé à parler, plus ou moins, hein, c'est tout, ça peut pas, voilà, nous sommes pris avec ces œuvres collectives qui nous retombent dessus, qui nous reprennent, qui nous prennent ensemble, vous voyez, pour pouvoir organiser et permettre, assurer la parole à travers comme ça, vous voyez, des points d'accroche imaginaires qui seraient, qui répondent chez les autres, justement, parce que c'est le même dictionnaire, parce que c'est la même école, parce que c'est la même église, et qui font que si nous parlons, en fait, c'est aussi les uns avec les autres, c'est aussi parce que nous allons nous aider d'un imaginaire qui nous met tous ensemble et qui nous fait croire, mais vraiment, aussi bien la croyance religieuse que la croyance scientifique, que la croyance. C'est toujours des croyances, si vous voulez, dans la terminaison globale et d'un système. Ça finit toujours par faire système, finalement. Bon. Eh ben, ça suit aussi, ça suit aussi un développement. Alors, ce qui est étrange, c'est que le développement que ça suit est un développement qui tourne plutôt autour des procédés rhétoriques, hein. C'est pour ça que je dis qu'en fait, alors, vous oubliez tous les névroses, les psychoses, etc., et vous les remplacer pour le collectif imaginaire par une progression interne de l'imaginaire, de l'œuvre imaginaire. Et cette progression, elle passe par la métaphore, elle va vers la métonymie, c'est-à-dire en fait quelque chose comme une comparaison entre la partie et le tout. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une partie, bah, vous avez obligatoirement un calcul. Bon, ensuite, donc c'est le début du calcul. Ensuite, vous avez quelque chose qui serait, si vous voulez, autour de l'évitement. Hein. L'évitement, c'est-à-dire la catachèse. Vous évitez, c'est un peu la phobie, que vous évitez le problème. Vous tournez autour, enfin, vous faites comme mais il est encore inscrit dans la parole. Et puis ensuite vous avez quelque chose qui serait le passage à l'autoréférence, dans lequel disparaît en réalité l'altérité. Et puis vous avez la conséquence qui est cela, qui est le paradoxe d'abord, et puis ensuite l'antinomie, c'est-à-dire en fait la contradiction. Vous ne pouvez plus parler parce que vous pouvez, dans le pur présent, vous avez beau dire quelque chose, immédiatement après vous dites le contraire. Ou plutôt le contraire et le positif et le négatif sont complètement imbriqués dans une même proposition qui fait que quand vous proposez quelque chose, vous proposez son contraire. Alors là, c'est fini. Et ça finit, c'est fini. Et ce que je crois, c'est que justement, c'est ça qui fait que le mouvement de l'imaginaire, qui est collectif, le fantasme collectif, va toujours justement vers ce que Paul Valéry appelait la mort des civilisations. C'est-à-dire que ça se civilise, mais ça suffit pas. Il suffit pas de civiliser, c'est-à-dire de transformer en kiwis, c'est-à-dire en kiwi, en kiwis, c'est-à-dire en fait en citoyen, vous voyez, bien codifié, avec des règles. Vous êtes de plus en plus en haut, vous êtes de plus en plus honestior, vous êtes de plus en plus honnête, enfin, c'est-à-dire en fait, vous êtes de plus en plus riche, puis en bas, vous êtes de plus en plus un gueux, bon, des choses comme ça, vous avez tous le droit de voter, depuis Caracalam, enfin bon, etc. Bon, ça ménage, et puis après, ça se met à calculer. Et pour passer à un calcul général, il faut changer la religiosité. Parce que la religiosité avec plein de dieux partout, qui ont chacun leur personnalité et tout, et leurs aventures particulières, c'est trop compliqué. Vous voyez, quand vous voulez réellement dire réinstaller l'Empire romain, l'Empire, quoi. Hein. Alors vous inventez le monothéisme, etc. Bon, ouais, voilà. Enfin, en gros, ça va très vite. Mais si vous voulez, en gros, c'est ça. Et avec le monothéisme, vous inventez le juge. Et quand vous avez le juge, vous avez le procès. Quand vous avez le procès, vous avez la comptabilité finalement du bien, du mal, etc. qui commence vous avez les indulgences. Là, voilà, vous vous orientez vers la comptabilité. Et en fait, la comptabilité, qui va se transformer en science, qui à un moment donné aura besoin de passer de la religion religieuse à la religion scientifique, parce que sinon vous n'y arrivez pas, avec Dieu, puis la mère de Dieu, puis le petit enfant Jésus, et puis le Christ Pantocrator, etc. Vous cassez la tête, c'est encore trop compliqué. Donc vous allez simplifier. Vous simplifiez, en fait, en passant à la mesure mathématique, et là vous dites, vive Descartes, ouais, vive Galilée, Ok, bien sûr qu'il y a des choses très importantes qui sont découvertes à l'occasion. Mais en même temps, vous êtes en train de préparer l'idéologie générale, l'imaginaire général, le fantasme général d'une société qui va de plus en plus devenir, en gros, ce que les frères et sœurs Wachowski ou sœurs Wachowski avaient découvert à l'époque. Après, ils ont fait le mauvais choix, enfin, de mon point de vue. C'est-à-dire, en fait, ils sont passés dans le camp de ceux qu'ils critiquaient dans le film Matrix. Hein. Ils sont devenus eux-mêmes des matriciels, quoi. Bon, c'est leur choix, hein, je m'en fiche, mais en tout cas, ce qui est absolument passionnant dans ce film, c'est justement cette démonstration de ce que c'est qu'un imaginaire global
et qui vous entourent complètement, et qui gèrent complètement non seulement vos vies, mais vos imaginaires eux-mêmes sont la nourriture de la Matrix, quoi. C'est extraordinaire. C'est des génies, hein, des génies. Bon, ben, voilà. Même si après ils ont préféré faire leur choix, après tout, pourquoi pas. C'est du côté de provocation ou de je ne sais quoi. C'est eux qui peuvent le dire. Mais ça, c'est les problèmes individuels. Mais en tant que fantasme qu'ils ont réussi à construire ou à reconstruire ou à lui donner une image dans l'œuvre majeure qui s'appelle Matrix, le film Matrix, c'est la présence même vous voyez, de l'imaginaire le plus collectif qu'on puisse imaginer, et c'est celui qui est en train effectivement de prendre quoi. C'est-à-dire que les jeunes, les gens s'engagent dans cette voie-là, vous voyez, qui est une voie qui est plutôt moi, une voie de terminaison de ce type de culture. De cette culture, nous allons probablement, certainement mourir en tant qu'individu. Ça, ce sera bon débarras pour nous-mêmes, d'une certaine façon, parce que faut aussi qu'on arrive à se porter, puis au bout d'un moment donné, c'est peut-être un peu plus fatigant, mais enfin, faut pas charrier, la vieillesse, c'est pas nécessairement triste, hein. Bon, vous en avez un exemple avec moi, oui, ça va. Bon, j'en suis pas encore d'abord, je m'approche pas encore trop rapidement de la centaine d'années, comme mon maître Edgar Morin, mais Edgar Morin, il en est carrément à se rappeler de sa maman qui était si belle et si gentille avant qu'elle meure, parce qu'il l'a pas connue quand il était petit. Bon, moi, peut-être ça m'arrivera un jour, mais en tout cas, j'en suis pas là. Moi, j'en suis plutôt à me battre et tout, et puis à trouver ça tout de même assez sympa, et certains côtés, etc. Bien. Mais la question de la maintenance, du maintien et de la maintenance, c'est pas tout à fait pareil, de la parole entre les humains, vous voyez, que je ne peux arriver à faire qu'à travers une expression vous voyez, et en passant par l'œil par l'œil de l'écran qu'avait déjà prévu Orwell. Et il avait déjà prévu ça en 48, 49, je sais plus quand il a écrit son roman, 1989, 84, 89, 1984. Il avait déjà prévu exactement ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il s'est juste mis dans la position de concevoir quel était la direction que prendrait le fantasme le plus global, si vous voulez. Ben, il avait raison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'espionnage généralisé, le périoptique généralisé, vous voyez, où tout le monde essaie de savoir le maximum de choses sur les uns sur les autres, ce qui en fait revient à mettre le savoir à la place de l'incertitude, qui est le privilège du sujet. Autrement dit, ça détruit la parole progressivement. Moi, je suis très content de pouvoir parler potentiellement à beaucoup de gens, mais j'aurais probablement qu'une centaine de suiveurs, c'est pas très important. Et d'ailleurs, ça m'énerve parce que j'ai pas envie d'avoir des gens dont on puisse dire c'est des suiveurs, c'est ridicule, oui, ça va pas. Des abonnés. Bon, bah, attendez, abonnés absents, oui. Donc, si vous voulez, moi, ce que je crois, c'est que on profite là pour l'instant. Je profite de ce dispositif en me disant bon bah au moins on me voit en mouvement et c'est pas juste un texte. Vous voyez, c'est pas abstrait. Quelqu'un peut prendre un certain plaisir à me voir parler ou parce que sinon il éteindrait tout simplement. Et puis moi je prends un certain plaisir à imaginer, vous voyez, des personnes qui seraient intéressées à discuter avec moi. Voilà. Donc il y a quelque chose là qu'on on grappille sous des choses. Je ne dirais pas qu'en soi c'est mauvais parce que sinon d'abord je l'utiliserais pas. Mais je pense que ça participe globalement d'un système où finalement c'est pas la parole qui va l'emporter. C'est plutôt la parole artificielle, etc. Vous voyez. Euh, voilà. Alors, par exemple, les choses extraordinaires. Je pense que je pourrais, si je voulais, obtenir au bas de l'image une traduction quasiment simultanée en anglais. C'est extraordinaire. Sauf que je sais que je devrais réviser tout parce qu'il y aura des erreurs obligatoires. Parce que si vous voulez, quelle que soit la sophistication d'un logiciel de langage, enfin de langue, de traduction, euh, il se trompe nécessairement parce qu'il ne peut pas suivre obligatoirement la rapidité avec laquelle les humains euh, inventent, réinventent constamment. Vous voyez, parce que tout simplement le langage n'est une chose, c'est mort. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'à la fois c'est nous qui le revitalisons constamment, vous voyez, et en tant que sujet. Donc, si vous voulez, enfin, pour moi, cette image-là n'est pas contradictoire avec ce que je suis en train de dire. Au contraire,
C'est quelque chose qui conforte. Alors, c'est une sorte de surf sur plutôt justement en fait une décadence de l'imaginaire à travers cette globalisation générale, et cette espèce d'espionnage mutuel qui est une sorte de paranoïa généralisée, quoi. Vous voyez, euh, et qui à un moment donné ne peut que finir d'une certaine façon sur une implosion, si vous voulez, une implosion. D'abord parce qu'on ne pourra pas soutenir les dépenses énergétiques que ça implique, qu'on ne connaît pas assez. Et puis d'une façon générale, oui, mais peut-être qu'à l'occasion, ça aura quand même préparé les bases d'une autre histoire qui, elle recommencera justement sur une base plus ouverte, plus libre, plus etc. Et mais probablement aussi plus difficile, parce que c'est vrai que soutenir la parole, pour que ce soit pas juste un bavardage, c'est pas si facile que ça. Vous voyez. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez. Oui, ce que je voulais tout de même encore dire, je m'excuse parce que ça prolonge un peu, mais il y avait tout de même un enjeu qui était de comprendre pourquoi est-ce que ça prend cette forme-là. Bon, bah vous avez compris que justement le but du fantasme, c'était tout de même d'arriver à la clôture la clôture de. C'est pour ça d'ailleurs peut-être parce que vous savez justement les patronymes peuvent servir beaucoup hein, dans la psychanalyse pour savoir un peu qui on est, pourquoi on est obsédé par ça, pourquoi on peut prendre un rôle subjectif, mais avec une utilité qui est celle que justement nous indique d'une certaine façon le patronyme. Bon bah moi c'est la question de la clôture. Et effectivement, c'est peut-être qu'on est en train d'aller vers ça. Enfin, en tout cas, j'y suis très sensible. Je suis sensible à ces questions-là. Et ça me semble, voilà. Alors, comment dire, oui, pourquoi donc, là, c'est la question un peu de départ, sur laquelle on revient. Pourquoi est-ce que, comment dire, est-ce que ça se ressemble tant et pourquoi ça s'installe de cette façon-là? Justement parce que si vous voulez, autant le but du sujet de la parole, c'est de parler, de rester dans une relation de parole avec ses semblables et de faire en sorte que ça se passe relativement bien, qu'on n'aille pas s'entretuer tout de suite, quoi. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a ce fantasme que nous déléguons au collectif. Et d'ailleurs, nous le déléguons parce que nous avons d'abord imaginé le collectif. Le collectif est imaginaire. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal à croire. On pense que c'est aussi réel que nous, mais non, c'est pas, non. Non, nous, ce qui est réel, c'est effectivement, de temps en temps, nous sommes dans évidemment des opérations, des structures, des œuvres, des réalisations qui nous servent effectivement constamment pour pouvoir continuer cette conversation, cette discussion, ce débat entre nous, entre les humains, qui est humain, vous voyez, avec des sentiments, avec beaucoup basé sur l'amour et la haine, etc. Et là, euh, eh bien, c'est constant, bien sûr. Sauf que justement, le type de fonctionnement du fantasme lui-même, n'est-ce pas, est un fonctionnement quasi autonome, c'est-à-dire qu'il se détache de nous et il suit sa pente, et sa pente, c'est d'arriver jusqu'à la conclusion qui est la conclusion de la formation, enfin, de l'image globale, de la matrice globale, vous voyez, de l'omelette avec un H dont parlait Lacan, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui justement résume l'humanité, sauf que ça la résume, le mondial, l'humanité, la mondialité, enfin tout ce qui est global, vous voyez, le sud global, etc. Vous voyez, une espèce d'imaginaire dans auquel on s'identifie et qui reflète justement d'être parvenus tous ensemble à l'arrêt de la parole. C'est-à-dire, enfin, ça y est, on est arrivé. Oui, nous sommes arrivés. Notre idéal est comblé, notre personnalité, c'est pas, et ça y est, magnifiée. Et ça y est, nous sommes, quoi. Nous sommes. Enfin, hein, vous savez, c'est la réponse de Dieu à Moïse derrière le buisson ardent. Il lui demandait, mais qui tu es? Et l'autre répond, Yesh Esher Yesh, c'est-à-dire, je suis celui qui suis. Alors voilà, je suis celui qui suis. Maintenant, vous allez me demander qui je suis. Je suis pas Denis Duclos, je suis celui qui suis. Non mais oh, oh, oh. Je suis pas encore assez fou pour ça, hein. Vous voyez? Voilà. Je suis celui qui suis, un petit bonhomme dans son coin qui va peut-être mourir d'ici, allez, que je regarde ma montre, allez, je sais pas, 3 4 ans. Encore, je suis bien gentil, hein. Et puis après, bon bah, ou ailleurs, d'ailleurs déjà maintenant, voilà, les humains font ce qu'ils veulent, ils discutent entre eux avec qui ils veulent, etc. Puis ils continuent leur vie, voilà, évidemment, ce qui est intéressant, hein, de se confronter à l'imaginaire. Et si vous adhérez à l'imaginaire, que vous commencez à croire à ce que vous avez vous-même pondu comme œuvre, pour pouvoir croire à la finalité, etc., et enfin débarrasser de la parole, vous ne débarrasserez pas de moi si vite, hein. Oui, j'ai encore des choses à vous dire. Alors, ça sera des choses assez différentes. D'abord, ça sera à la rentrée, je le dis depuis déjà un certain temps. Donc, ça veut dire en octobre, probablement que ça, octobre-novembre, quand il fera froid, on sera bien au chaud, hein, ou bien au frais.
On sera enfin bien au froid après un été, évidemment, qui va faire des bons dans la réalisation de l'imaginaire. Vous voyez? Bon, mais j'aurais tout un certain nombre de choses encore à vous dire. Alors, probablement, c'est genre une sorte d'anticipation, si vous voulez, mais c'est très rapide, là, parce qu'il faut que je finisse. C'est, si vous voulez, du côté de l'analyse de certaines situations et états, plutôt historiques, qui justement fabriquent des destinées, si vous voulez, collectives imaginaires, mais d'où découlent tout de même justement des états du monde actuel tels que il faudrait arriver à les changer politiquement. Je le dis un peu d'avance, et à un moment donné, il va tout de même falloir qu'on commence à réfléchir sérieusement sur l'organisation du monde à partir du fantasme justement mondial, plutôt qu'à partir des fantasmes limités, si vous voulez, mais tout de même qui ont été cruciaux justement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les fantasmes nationaux et régionaux, etc., qui sont soi-disant appuyés sur les intérêts. Mais en fait, nos intérêts à l'heure actuelle, c'est les intérêts communs, c'est-à-dire que c'est la planète qui représente. Et ça, on commence à se rendre compte, peut-être d'ailleurs grâce d'une certaine façon au développement du capitalisme mondial. On commence à se rendre compte qu'effectivement n'importe quel objet qui est produit sur la planète, qui est réel, qui fait partie de la nature, etc., comment dire, rencontre notre intérêt en tant qu'humain en général, au niveau d'une discussion qui est une discussion effectivement elle-même globale. Alors que par ailleurs, nous avons la nécessité de parler à des proches, à des gens, vous voyez, dans des réseaux, mais surtout aussi physiquement, vous voyez, dans des endroits où on est ensemble et où on peut parler de façon réelle, c'est la plus réelle possible et la moins médiatisée possible par justement des imaginaires globaux. Donc, cette espèce de contradiction entre le global et le local, on n'a pas fini d'en parler. Il faut qu'on la résolve de façon effectivement politique. C'est-à-dire pas de Naos, c'est-à-dire tout le peuple humain. Alors ça commence à devenir vraiment beaucoup, vous comprenez? Et en même temps, à travers l'autre phase de la contradiction, qui est nous ne sommes vraiment humains que si nous parlons à nos proches. Comment vous résolvez le problème? Personne pour l'instant ne l'a résolu. Et c'est pas moi qui vais le résoudre tout seul, hein, mais je veux dire, il faut qu'on y pense, c'est-à-dire il faut que qu'on assume l'idée qu'à un moment donné, il faut que nous prenions aussi la place du sujet qui est un sujet qui, tout en étant justement réel dans le fait qu'il parle à ses voisins, à ses proches, ses intimes, à sa parenté, à ses enfants, ses grands-parents, etc., tout en étant le plus réel possible là, eh bien, il a affaire avec des imaginaires collectifs qui représentent aussi quelque chose de potentiellement réel et qui de toute façon affecte le réel. Vous voyez, l'imaginaire affecte le réel même s'il n'est pas réel. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à aujourd'hui et à la prochaine fois, j'espère. Je pense qu'on a encore des choses à se dire. D'ailleurs, ce serait pas mal si au bout d'un moment donné, eh bien, ce monologue, évidemment, ne donne pas seulement lieu à des commentaires, mais aussi, enfin, éventuellement, à des discussions, donc autour d'une table, enfin quelques-uns, mais qui soient tout de même pris dans cette problématique que moi je pense être le contraire du bavardage. Je vous remercie.